Bonjour à tous. Mon nom est Laurent Gaveau et je suis évidemment très honoré de rejoindre le Congresso Futuro aujourd'hui et de partager avec vous quelques réflexions sur la façon dont les univers de la technologie et de la culture s'entrecroisent, à un moment où cette rencontre entre ces deux univers me semble plus important que jamais. Alors, je ne suis pas un chercheur, ni un scientifique, ni un ingénieur, je ne suis pas non plus un artiste, ni un historien, en fait je ne sais pas faire grand-chose, mais mon rôle a toujours été de créer des ponts entre ces deux univers, de réunir des personnes aux perspectives et aux compétences diverses pour qu'elles puissent collaborer. Et si je dois résumer ma carrière jusqu'à ce jour, ces deux images derrière moi donnent le meilleur aperçu de mon voyage professionnel. À gauche, vous voyez le château de Versailles, où j'ai eu le privilège de créer et de diriger un laboratoire pendant 5 ans. Notre mission était d'explorer comment les technologies émergentes pouvaient préserver, démocratiser et diffuser le patrimoine du château dans le monde entier. Et la seconde image vient d'un univers très différent, mais représente une autre décennie de ma vie. J'ai créé et dirigé le Google Arts and Culture Lab, invitant le secteur culturel à collaborer directement avec les ingénieurs d'une grande entreprise technologique. Alors, qu'est-ce que j'ai appris ? Quand vous réunissez des experts en technologie d'un côté et des acteurs culturels de l'autre, il peut avoir un impact positif et même transformatif autour de 3 piliers essentiels pour notre humanité. Premièrement, préserver notre patrimoine commun. Deuxièmement, démocratiser l'accès à l'art et à la culture. Et troisièmement, innover et inspirer dans la meilleure tradition des sciences et des humanités. Un mot sur Google Agriculture. L'objectif central de cette initiative est simple mais ambitieux, rendre la culture accessible à tous, partout. Nous nous sommes associés à des musées renommés, des institutions culturelles, des bibliothèques et des artistes du monde entier pour essayer de transformer cette vision en réalité. Le projet a débuté plutôt modestement, en partenariat avec une quinzaine de musées. Il s'est transformé en un projet mondial avec près de 4000 musées partenaires culturels différents dans plus de 80 pays. Au fil du temps, j'ai eu l'honneur de rencontrer de nombreux professionnels du secteur culturel dans le monde entier et ces discussions ont enrichi et souvent transformé ma réflexion sur les opportunités, les défis et les risques que la technologie apporte. Alors comment est-ce que je pourrais résumer 15 ans de ces partenariats avec un mot ? Depuis 30 ans, nous sommes tous les jours soit enthousiastes, soit inquiets des possibilités de la technologie. Tous les jours, on entend parler de nouvelles possibilités pour l'art et la culture. Un jour, c'est le métaverse, le lendemain, c'est la réalité virtuelle, le lendemain, c'est la réalité augmentée, le surlendemain, c'est la réalité mixte. Les réseaux sociaux, la data visualisation, les nouvelles formes de storytelling, les nouveaux formats. Et puis bien sûr, depuis 2 ans, l'intelligence artificielle est au cœur de l'actualité avec de nouvelles annonces impossibles à décoder à peu près tous les jours. Même pour un expert comme moi, on est complètement perdu. Toute cette créativité technologique étant bien sûr très importante et chacune de ces technologies est riche d'opportunités ou de risques pour la culture. Mais si je devais résumer en un mot, je dirais que tout revient à la question de la donnée. Le monde de la technologie n'est pas très poétique. Ce que nous appelons l'art, la poésie, les grandes peintures, la musique, la pensée, les recettes de cuisine, tout ça dans le monde de la technologie se résume à de la donnée. Et cette donnée, elle est devenue aujourd'hui le carburant et l'asset le plus important d'un point de vue culturel, scientifique, intellectuel et même géopolitique. La donnée culturelle, c'est une numérisation qui peut prendre des formes très variées. La numérisation de manuscrits, d'images, de livres. La réalité, c'est que cette digitalisation, elle devient aussi un point crucial aujourd'hui quand on considère le patrimoine immatériel, l'ensemble de l'histoire orale, des connaissances et des savoir-faire, qui constituent un ensemble de savoirs aussi important et précieux que les collections des musées, des bibliothèques et des médias. Ces numérisations ne sont pas juste pour les experts, les professionnels ou les archéologues et les historiens. Elles sont pour chacun d'entre nous, elles sont notre bien commun. Comme cette numérisation du plafond de l'Opéra de Paris par Marc Chagall, que j'aime particulièrement. L'œuvre est un plafond gigantesque, à 20 mètres du sol. Les équipes ont passé plusieurs nuits pour réaliser cette capture en ultra haute définition, qui permet d'accéder à des détails invisibles à l'œil nu et de redécouvrir complètement cette œuvre. Et une anecdote... Pardon, je reviens. Une anecdote, c'est que le fils de Marc Chagall était venu découvrir cette œuvre 70 ans après que son père l'ait peint et avait repéré un tout petit détail au plafond, invisible à l'œil nu, qui était lui-même un tout petit bébé, 70 ans après la découverte.
Alors, moi, ce que j'aime, c'est quand la technologie fait quelque chose que le monde réel ne peut pas faire. Il ne s'agit pas de remplacer, de dupliquer ce qui existe dans le monde réel. Rien ne remplace l'expérience physique avec l'art et la culture. Mais par contre, la technologie permet de faire des choses que le monde réel ne permet pas. Ici, c'est un autre exemple. C'est une exposition virtuelle qui, pour la première fois, a réuni les 32 tableaux connus du peintre Vermeer dans une seule galerie numérique, en réalité virtuelle et augmentée. C'est une exposition impossible dans le monde physique, parce que ces œuvres sont trop fragiles pour être déplacées toutes en même temps, mais on a l'occasion de travailler avec 20 musées dans le monde qui tous avaient un Vermeer et qui ont travaillé ensemble pour cette exposition virtuelle uniquement. La numérisation tridimensionnelle a gagné en importance, elle est aujourd'hui abordable financièrement. J'ai eu la chance de collaborer avec les autorités chiliennes et locales sur un projet de numérisation des statues de Rapa Nui. Ce type de travail rejoint mon point central. La numérisation est un formidable outil de préservation. Un artefact numérique devient le reflet de nos connaissances à un moment spécifique, une référence auquel nous pouvons retourner pour analyser et protéger notre patrimoine. Dans ce cas, elle est au service des experts qui travaillent à mesurer l'effet du changement climatique sur les statues. Et nous devons le faire parce que notre patrimoine culturel est souvent en danger. Vous vous souvenez peut-être de l'incendie dévastateur et tragique de 2018 au Musée national de Rio de Janeiro, au Brésil, qui a détruit une partie importante de ses trésors. Personne n'est à l'abri de ce type de drame. On le voit encore en ce moment en Californie, où des œuvres d'art importantes ont disparu et sont en danger. Par hasard, quelques mois auparavant, mes équipes avaient numérisé les espaces du musée pour créer une visite virtuelle. Maintenant, c'est un témoignage vital de ces collections et de ces galeries perdues. Et à l'époque, le directeur du musée, Alexander Kellner, avait dit quelque chose auquel je pense quasiment tous les jours. C'est une citation. « Le musée a perdu une partie de ses collections physiques, mais n'a pas perdu sa capacité à créer de la connaissance. » Je pense que c'est une phrase très importante. Alors ces menaces ne se limitent pas aux incendies ou au changement climatique. Parfois, le coupable, c'est la folie humaine, comme lorsque des individus détruisent intentionnellement une partie de l'héritage collectif de l'humanité. Un exemple est la légendaire ville de Tombouctou, dont les manuscrits séculaires, qui sont essentiels à l'histoire de l'islam et de la pensée humaine, ont été la cible de groupes terroristes lors des conflits au Mali. Le docteur Abdelkader Haïdara, une figure extraordinaire, a sauvé beaucoup de ses œuvres en les déplaçant vers le sud du Mali à Bamako. Et malgré la perte ou la destruction de certains documents, il a réussi à préserver la majorité. Et nous avons commencé un effort complet de numérisation pour protéger ces manuscrits absolument inestimables. C'est aussi une des fois où j'ai eu l'occasion de travailler avec l'intelligence artificielle. Depuis plus de 10 ans, j'ai eu le privilège de travailler avec certains des meilleurs chercheurs et scientifiques pour réfléchir à ce que cette technologie très impressionnante peut proposer d'utile pour la culture. L'objectif était de rendre l'IA vraiment utile au service d'un besoin réel. Le projet des manuscrits Tombouctou a réuni des experts, historiens, des ingénieurs et aussi des artistes pour transformer ces données culturelles assez inestimables en une ressource structurée, accessible et engageante pour la préserver, la partager et la rendre disponible pour les générations futures. Un autre projet que nous avons utilisé autour de l'IA et de la technologie de reconnaissance visuelle pour une application plutôt amusante. Elle permet aux utilisateurs de prendre un selfie et de le faire correspondre avec un portrait conservé quelque part dans une collection dans le monde. Alors ça a été un succès mondial pendant la pandémie et des millions de personnes ont pris un selfie pour découvrir leur sosie. Mais le plus important, c'est que des millions de portraits, souvent perdus dans les collections un peu partout, ont été redécouverts par de nouveaux publics. Alors à ce moment de mon parcours, au carrefour de la culture et de la technologie, je pensais de façon très très optimiste que l'intelligence artificielle peut être un outil formidable pour la préservation du patrimoine et puis pour la démocratisation de l'accès à la culture. Je le pense toujours, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. Il y a quelques mois, j'ai quitté Google pour prendre du recul et réfléchir différemment, et puis aussi de façon indépendante, aux enjeux de l'intelligence artificielle et de la culture. Et cette réflexion, ça m'a conduit à réfléchir à d'autres révolutions technologiques. Par exemple, à comparer l'essor de l'intelligence artificielle avec celui de l'électricité à la fin du XIXe siècle. Je crois qu'on oublie trop à quel point l'invention de l'électricité et sa diffusion était une transformation radicale de nos sociétés, modifiant notre perception du jour et de la nuit et alimentant d'innombrables transformations dans la production, mais aussi dans les arts et la philosophie.
Un exemple parlant, c'est ce tableau, La Fée Électricité, qui est autrefois la plus grande peinture du monde par Raoul Dufy, qu'on peut toujours voir à Paris au Musée d'Art moderne. Elle glorifie l'électricité comme une force de progrès qui illumine le monde, restaurant ses couleurs et promettant à l'humanité un avenir brillant. Donc voilà un peu comment le monde de la culture accueille la révolution de l'électricité au début du XXe siècle. Et puis voilà comment le monde de la culture accueille l'intelligence artificielle au début du XXIe siècle. Cette image, elle est assez historique, je pense. Il s'agit de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood en 2023. Ces artistes craignaient de perdre leurs droits, la valeur de leur travail et même des éléments de leur identité, alors que les studios cherchaient à utiliser des algorithmes pour répliquer, modifier ou remplacer leur travail, voire dupliquer leur personne. De nombreux intervenants et experts au Congresso Futuro abordent les multiples aspects qui posent problème dans la façon dont l'intelligence artificielle est développée aujourd'hui. Pour ma part, je voudrais souligner à quel point le monde de la culture est en première ligne de ces transformations. Le monde de la culture est en avance sur le reste de la société parce que les effets de l'intelligence artificielle sont immédiats et parce que le grand public les comprend facilement. Premièrement, de nombreux métiers de la création semblent fragilisés et certains sont voués à disparaître ou les rémunérations à d'être divisées par 10 ou par 30. Je vous ai dit qu'on revient toujours à la question de la donnée et l'intelligence artificielle ne fonctionne pas sans apprendre sur des données gigantesques. Aujourd'hui, on ne sait pas précisément lesquelles parce que les entreprises privées qui développent ces outils ne le divulguent pas. Mais en tout cas, ça pose la question de la transparence, des droits d'auteur et de la distribution de la valeur qui manquent de clarté et remettent souvent en cause les modèles traditionnels de la propriété pour les artistes et les créateurs. Un autre risque majeur que j'identifie avec beaucoup de personnes, c'est d'être confronté à l'homogénéisation de la créativité. Vous savez, les résultats de l'intelligence artificielle générative sont basés sur des statistiques. Et si la production de contenu artistique et culturel s'appuie sur des moyennes, nous allons assister à une créativité moyenne, surtout dans la production massive de contenu pour les plateformes. Alors on peut être optimiste et se dire que l'être humain sera toujours plus inventif, plus créatif, plus surprenant, plus exigeant que les machines. Et c'est vrai. Malheureusement, l'être humain est aussi beaucoup plus cher. Et le contexte économique de la production de contenu culturel fait que ceux qui investissent, qui produisent ces contenus, iront souvent vers une qualité moins bonne si les coûts de production sont très compétitifs. Alors je crois que ce sera à nous, citoyens, amoureux de la culture, consommateurs de culture, de dire ce que nous voulons et de soutenir la culture humaine comme nous soutenons l'agriculture responsable, comme nous soutenons l'alimentation de qualité, en faisant un choix de société conscient. Et si la production... Non, pardon. Par-dessus tout, nous devrons affronter la question de la diversité. Ici, un exemple célèbre, un prompt, qui demande simplement à une intelligence artificielle de créer 15 images d'ingénieurs. Vous voyez le résultat, il n'y a que des hommes blancs et tous d'âge moyen. Même exercice pour générer l'image d'un mariage, une image stéréotypée, standardisée, typique d'un mariage américain. Alors, je crois qu'on doit tous faire l'effort d'imaginer le monde qui nous est promis d'un point de vue culturel et intellectuel avec la révolution de l'intelligence artificielle. Premièrement, je ne pense pas que l'intelligence artificielle remplacera les humains. Par contre, je pense que cette révolution est en marche et nous allons tous nous y adapter. Nous allons repenser notre façon de travailler avec les machines et de collaborer avec les systèmes d'intelligence artificielle. Et si nous n'y prenons pas garde, nous allons vers un incroyable appauvrissement de la connaissance humaine. Nos enfants auront sans doute des enseignants IA, des mentors IA, des amis IA. Je crois que demain, eux comme nous pourrons apprendre à collaborer avec ces machines très douées de façon positive. Mais quels seront les résultats de cette collaboration si ces machines n'ont jamais vu qu'un seul type de mariage ou un seul type d'ingénieur? Et ce n'est pas une surprise. Si nous revenons à mon point initial, tout est une question de données, je voudrais conclure sur ces deux cercles bleus. Ensemble, ils représentent la totalité des données sur lesquelles les intelligences artificielles sont entraînées. À gauche, ce sont les données qui viennent des États-Unis et de l'Europe de l'Ouest. À droite, ce sont les données qui viennent de l'ensemble du reste du monde. L'un représente 90% et l'autre 10%. Je crois que cela pose l'un des défis culturels, artistiques et intellectuels les plus graves pour nos sociétés. Les écarts de connaissances numérisés pourraient devenir si importants que dans un monde potentiellement transformé par l'intelligence artificielle, la représentation des cultures et des points de vue divers deviendra marginale. Et je ne parle pas uniquement de communautés ou de minorités, je parle de nations, voire de continents. Comment pouvons-nous garantir que notre patrimoine,
Nos différents patrimoines, nos perspectives culturelles et historiques et notre richesse artistique et intellectuelle seront représentés de façon adéquate. Des pans entiers de la culture du monde pourraient être exclus des récits lorsqu'ils seront pilotés par l'intelligence artificielle. Les régions, les nations, les peuples et les communautés auront une influence inégale sur la scène mondiale. Certaines nations façonneront non seulement l'infrastructure et les systèmes, mais aussi la donnée, la culture et les récits. Encore une fois, ce manque de diversité, à mon avis, est l'un des plus grands risques culturels auxquels l'humanité a été confrontée. Alors, est-ce que j'ai une bonne nouvelle ? Oui, je voudrais finir sur une bonne nouvelle. C'est que pour les décideurs politiques et les acteurs de la culture, les enjeux de la régulation de l'intelligence artificielle sont cruciaux. Mais ils sont extrêmement complexes et font l'objet d'une compétition féroce et de négociations difficiles. Dans tous les cas, ils vont prendre du temps. Par contre, repenser la façon dont nous collectons, structurons, préservons et utilisons les données culturelles est relativement facile en comparaison. C'est une décision politique, c'est une décision de politique culturelle, et il n'est pas trop tard. Encore une fois, tout revient toujours à la donnée. Je vous remercie.